Bienvenue sur Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 16. Lorsqu'ils sortirent du coffre, Rémus, Sirius et Ragnok furent étonnés de voir Harry habillé différemment. Un tome métallique à la ceinture que le jeune sorcier avait fait apparaître et un sceptre ou bâton dans les mains. « Ouah !» fit alors Sirius. « Mon chiot ! Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Rémus. « Eh bien, je vous présente le bâton de Merlin, qui s'est lié à moi. Pareil pour le tome de Merlin, lui aussi lié à moi, et une tenue que mon ancêtre m'a léguée, » répondit Harry. C'est alors qu'il leur expliqua, vite fait, ce qu'il savait sur le tome et les arcanes. « Pourquoi ne pas faire une démonstration ?» demanda alors Ragnok. « Je pense que c'est possible, mais je n'ai encore jamais utilisé ce tome, » répondit Harry. Il attrapa le tome et l'ouvrit, pensant alors à une invocation. Immédiatement, le livre tourna sur une page et Harry n'eut qu'à focaliser sa magie dans le livre. Et la page d'invocation, avec des runes et schémas, s'illumina. Tout à coup, une sorte de portail apparut devant les occupants de l'endroit. Et une drôle de créature en sortit. Cette créature ressemblait à un renard, brillant fortement, d'une couleur émeraude, avec 3 queues et un rubis sur la tête. La créature regarda autour d'elle avant de se focaliser sur Harry et de se mettre à ses pieds. C'est alors qu'elle s'exclama « Carbuncle !» cria la créature. Un immense silence s'abattit sur tout le monde, les sorciers et les gobelins ayant les yeux écarquillés et des bouches grandes ouvertes en regardant la fascinante créature luminescente face à eux. « Mais qu'est-ce que c'est ?» demanda Sirius choqué. « Eh bien, selon le livre, c'est un carbuncle. Le carbuncle est, semblerait-il, une créature faite de pure magie, qui a pour but d'être comme un familier. Il me suivra et me défendra comme un familier magique, sauf que je n'ai pas besoin de le nourrir, et qu'il n'a pas de besoin particulier, si ce n'est celui de me servir, » répondit Harry en lisant le livre. « On pourrait tous faire ça ?» demanda alors Rémus, intéressé. « Selon le livre, oui. Le problème, c'est qu'il faut des tomes d'invocation, comme le mien. Or, le mien est unique, vu que Merlin n'a jamais partagé son art. Quoique je n'ai aucune idée d'où il a obtenu le savoir. Je pense que ça vient de l'une de ces autres dimensions dont il a parlé, » répondit Harry. « Il doit sûrement être possible de créer des tomes d'invocation, non ?» demanda alors Ragnok, très intéressé. « Je suppose, mais il faudrait un excellent calligraphe pour ça, » répondit Harry. « Si jamais je trouve le calligraphe, serait-ce possible ?» demanda Ragnok. « Pourquoi pas? Mais d'abord, je devrais trier ce qu'il y a dans le livre. Nous ne voudrions pas donner accès à des sorts trop dangereux à certains, n'est-ce pas ?» demanda alors Harry. Ils hochèrent tous de la tête. Harry fit un geste de la main et le carbuncle disparut dans les airs. Ils décidèrent de se rendre alors au coffre numéro 1. Heureusement, le coffre était juste à côté du coffre numéro 2, Merlin et Arthur ayant dû créer leur coffre au même moment. Le coffre était très différent du numéro 2. Tout d'abord, le métal recouvrant la porte était inconnu, d'une couleur sombre, avec des éclats bleutés. Un immense dragon rouge, fait d'un alliage lui aussi inconnu, se situait sur la porte. Mais le plus étonnant
était l'espèce de barrière bleue recouvrant la porte, comme une sorte de barrière invisible. « Qu'est-ce que c'est » demanda alors Sirius étonné. « On dirait une barrière magique, mais elle est visible. Elle doit être très puissante pour être visible, » fit alors Rémus. « Ce coffre a toujours été comme ça, » intervint alors Ragnok. « Dois-je l'ouvrir comme le précédent » demanda alors Harry, curieux. Pour seule réponse, Ragnok hocha de la tête. Harry prit son courage à deux mains et s'avança en direction du coffre-fort. Il tendit sa main vers la porte, celle avec la bague de Pendragon, et celle-ci traversa avec aisance la barrière. Lorsqu'enfin il toucha la porte, le dragon rugit avec force, faisant sursauter au passage les observateurs, avant de cracher une sorte de chant électrique qui ouvrit la porte en la soulevant, telle une herse. La salle qui apparut derrière était complètement plongée dans le noir, et rien ne pouvait être distingué. Harry s'avança alors, faisant signe à Charlie de le suivre. Cependant, Charlie fut immédiatement bloqué par la barrière. « Je pense pas pouvoir te suivre, Harry, » fit alors Charlie, le regard triste. « Mais si, donne-moi ta main, » répondit simplement Harry. Lorsqu'il prit enfin la main de Charlie, ce dernier réussit à passer la barrière. « Ma bague semble être l'accès à cette chambre, et je suppose que quiconque est en contact direct avec moi bénéficie lui aussi de l'accès à la chambre, » expliqua vite fait Harry. Charlie hocha simplement de la tête et ils avancèrent vers l'abîme face à eux, main dans la main, le pas sûr. Tout à coup, des lumières s'allumèrent tout autour, les murs devenant lumineux. « Fascinant !» fit alors Harry. « Quoi donc ?» demanda Charlie, un peu perdu. « Tu vois ces murs qui éclairent tout ? Eh bien, il n'y a rien de magique. Si tu regardes de plus près, c'est de la technologie, très avancée bien entendu, » fit Harry, complètement excité. Charlie roula des yeux face au comportement d'Harry, avant de continuer à le suivre dans cet endroit assez profond. Ils finirent par arriver dans une immense chambre, remplie jusqu'au plafond d'or et de joyaux. L'endroit était assez fantastique, car bien qu'il y ait facilement des centaines de millions de galions, il y avait aussi au moins 10 tonnes d'or sous forme de lingots. « Franchement, à quel point tu es riche ?» demanda Charlie, ébahi. « On est riche, tu veux dire. N'oublie pas que ce qui est à moi est aussi à toi. Je suppose, par contre, que seulement les galions ont été pris en compte, et non pas le reste de l'or. Tant mieux, ça me permettra de terminer mon petit projet, » fit Harry avec un sourire en coin. « Quel projet ?» demanda alors Charlie. Pour seule réponse, il eut un sourire énigmatique. C'est alors qu'Harry vit un piédestal au centre des richesses de la salle. Ce piédestal était cristal. Mais ce qui importait le plus était ce qui reposait dessus. Une couronne, faite entièrement en or et incrustée de nombreux joyaux. Cette couronne n'avait rien à voir avec celle utilisée par la famille Moldu. Non, celle-ci était typiquement médiévale, sans rajout au-dessus ou symbole religieux quelconque. Les cristaux étaient tous magiques. Harry et Charlie pouvaient le sentir. Harry fit vite fait la comparaison avec ses bagues et comprit alors que les joyaux étaient simplement des diamants colorés. Des diamants extrêmement rares et imbibés de magie. Les diamants étaient quasiment tous rouges, avec seulement un diamant cristallin. Harry observa sa bague de plus près et comprit alors que le diamant de la bague des Pendragons venait effectivement de la couronne et qu'il avait été remplacé par un diamant lambda.
C'est vraiment bizarre, ce diamant. Alors que les autres sont rouges, pipa alors Charlie. C'est parce que le diamant rouge est sur ma bague, Lee. Mais ça dénote un peu. On devrait trouver une gemme plus adaptée pour remplacer ce diamant. Pourquoi pas un rubis? Proposa alors Harry. Comme celui-là? Demanda Charlie en montrant un rubis au sol. Harry observa le rubis et l'attrapa. Il correspondait à l'enchâssement de la couronne et s'en approcha. Il retira simplement le diamant pour le remplacer par le rubis. Harry hésita à se mettre la couronne sur la tête, mais se retint. Charlie le remarqua et ne put s'abstenir de ricaner, ce qui fit rougir Harry jusqu'à la plante des pieds. « Pressé d'être roi ?» taquina Charlie avec un sourire moqueur. « Et toi d'être consort ?» répondit Harry avec un petit sourire. Charlie ne s'attendait pas à cette répartie et rougit à son tour, ce qui fit redoubler Harry de rire. « Je me demande où est le sceptre, » fit alors Charlie. « Je crois bien que le sceptre est malheureusement celui qui est à la tour de Londres, » répondit Harry. « Ah, tu comptes le récupérer ?» demanda Charlie, intrigué. « Bien sûr que oui, » répondit Harry. « Et comptes-tu récupérer l'entièreté des joyaux de la couronne ?» demanda Charlie, intrigué. « Non, la plupart ont été créés par les Moldus pour les Moldus. Théoriquement, leur sceptre aussi. Mais la vérité, c'est que le sceptre est dissimulé sous un puissant enchantement, lui donnant l'apparence du sceptre moldu. Celui qui devait fabriquer le sceptre en 1661 fut un sorcier qui décida d'utiliser le sceptre des Pendragons pour éviter qu'un sorcier noir ne puisse s'en emparer. Le secret a été transmis parmi les Blacks en tant que gardien de ce sceptre. Et évidemment, ma tante m'a tout dit, expliqua alors Harry. « Et il n'y a rien d'autre à récupérer ?» demanda alors Charlie. « Pas vraiment. Il y aurait théoriquement l'épée de Caledford, mais je n'ai aucune idée de son emplacement, quoiqu'il soit parfaitement possible qu'elle se trouve ici. Je l'espère en tout cas. La plupart des autres objets moldus sont religieux. Or, je ne t'apprends rien en te disant que le catholicisme et nous, ça fait deux. Je préfère continuer nos croyances des anciennes religions avec Hécate et les autres dieux du panthéon grec. C'est bien plus simple, » répondit Harry avec un petit sourire. En y repensant, je n'ai jamais su quels sont les dieux vénérés par tes familles. Je sais que la mienne est fidèle à Hestia en tant que déesse du foyer, mais à part ça, fit Charlie intrigué. Eh bien, les Blacks vénèrent normalement Hécate directement, mais aussi Hadès en tant que dieu des richesses et de la mort. Je sais que les Pévrels sont les favoris d'Hadès et de Thanatos, le dieu de la mort. Les Potter ont toujours vénéré Apollon en tant que dieu des arts, de la médecine et des archers, ce qui est assez étonnant quand on sait que les Gryffondors préfèrent Jupiter en tant que dieu de la justice romaine. Si je me souviens bien, Serre d'Aigle préfère Minerve, déesse romaine de la sagesse et de la culture, contrairement à Athéna, sûrement à cause du petit côté guerre. Pour Serpentard, je pense que c'est Pluton et Mercure, sûrement, du fait que l'un est le dieu des richesses et l'autre est un dieu messager qui est représenté par un caducée avec 2 serpents, répondit Harry. Oh, et pour Pendragon, Emrys et Evans, demanda alors Charlie intrigué. C'est assez étonnant, mais je n'en ai aucune idée pour Pendragon et Emrys. Pour Evans, je crois me souvenir qu'ils ont toujours prié la déesse Junon. Pour le mariage, sûrement. Et toi, suis-tu la déesse de ta famille ou préfères-tu un autre? Demanda alors Harry. Je te préfère toi, bien sûr, répondit avec un sourire Charlie, ce qui fit rougir Harry. Plus sérieusement, Lee, tu vénères qui? Demanda alors Harry. Je préfère Vénus. Je sais, c'est assez amusant,
mais je lui suis reconnaissant de m'avoir placé sur ton chemin, répondit Charlie avec un clin d'œil. Oh, je m'attendais pas à ça, mais je vois où tu veux en venir. Personnellement, je n'ai pas de préférence et préfère prier tous les dieux. Quoique certains puissent dire que Jupiter est mon patron, attendu que je suis destiné à régner. Fit Harry, encore plus rouge. Charlie s'apprêta à répondre lorsqu'il remarqua derrière Harry une grande porte. « Où mène cette porte » demanda-t-il. « On devrait aller voir » fit alors Harry en s'y dirigeant, prenant la couronne avec lui avant de la miniaturiser pour la placer dans sa sacoche. Les deux garçons s'approchèrent lentement mais sûrement de la porte. Alors qu'ils arrivèrent près d'elle, celle-ci se souleva, telle une paroi, leur révélant alors une autre salle. La salle était très différente de la précédente, car elle était entièrement lumineuse, nimbée dans une lumière bleutée, avec seulement 2 dispositifs intrigants à l'intérieur, ainsi qu'une sorte de trou dans le mur. Il y avait un grand anneau métallique, avec plusieurs runes gravées le long des parois, ainsi qu'un petit dispositif devant avec un simple bouton. Rien d'autre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Charlie intrigué. « Aucune idée. Mais j'aime bien l'apparence, » répondit Harry avec un sourire. « Je me demande ce qu'il y a dans le trou, » fit Charlie avant de s'y diriger. Immédiatement un dispositif en sortit, fait d'un métal complètement noir, ce qui fit reculer Charlie. « Wow, je l'avais pas vu venir, ça !» cria Charlie. « Laisse-moi y jeter un coup d'œil, Lee. On ne sait jamais, ça pourrait mal réagir avec toi, vu que t'es pas le descendant d'Arthur, » dit alors Harry. « D'accord, mais par pitié, sois prudent, » répondit Charlie, se méfiant de l'étrange machine. Harry hocha simplement de la tête avant de s'approcher de l'étrange dispositif. Il s'approcha du trou, méfiant, pour observer ce qu'il y avait à l'intérieur. La seule chose qu'il vit fut des lumières colorées. Tout à coup, 2 mains métalliques sortirent sur le côté du dispositif avant d'attraper la tête d'Harry et la maintenir contre l'engin, les lumières s'approchant alors des yeux d'Harry. Il gesticula pour tenter de sauter de son emprise, mais il ne pouvait rien y faire. Charlie essaya tant bien que mal de l'aider, mais rien ne se produit, et il ne voulait pas utiliser sa magie sous risque de blesser son compagnon. La situation dura une bonne dizaine de minutes, avant que les mains ne se rétractent subitement et qu'Harry ne tombe au sol, le souffle coupé. « Harry, ça va ?» cria alors Charlie en soulevant la tête du jeune homme. Seul le silence répondit à la voix paniquée du rouquin. « Allez, Harry, je t'en supplie, dis-moi quelque chose !» fit Charlie inquiet. « Je vais bien, Ali. Je vais même très bien, » fit alors Harry, ce qui rassura Charlie. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda alors Charlie, la voix pleine d'inquiétude. « Je vais tout expliquer, mais on doit d'abord aller voir Sirius et Rémus, » fit alors Harry en tentant de se relever. Charlie hocha de la tête et l'aida à se relever, avant de l'emmener avec lui vers la sortie de la salle, non sans envoyer un regard noir à la machine. Ils finirent par quitter le coffre-fort et ils furent immédiatement accostés par Rémus, Sirius et Ragnok, qui avaient remarqué l'état d'Harry. « Que s'est-il passé ?» demanda Sirius paniqué. « J'en sais foutrement rien. Une putain de machine a attrapé la tête d'Harry pendant 10 minutes, puis l'a relâché avant qu'il perde l'équilibre, » cria alors Charlie. « Langage, Charlie !» fit Rémus. « Pardon !» répondit simplement Charlie en rougissant un peu. Ils observèrent tous Harry, qui semblait être ailleurs, en train de réfléchir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Harry était en fait dans son château mental, derrière ses barrières d'occlumencie. En effet,
Harry était en train de ranger toutes les informations qu'il avait accumulées, et c'était un véritable foutoir dans son esprit. Les étagères étaient renversées, les livres éparpillés, à tel point qu'on aurait pu croire qu'une tornade était passée dans son esprit. Il pensa alors à tout ce qu'il avait appris sur ses ancêtres, les altérants, ou l'Antien, peu importe. Il décida alors de remodeler entièrement son esprit, et pour ce faire, prit exemple sur l'une des architectures altéranes. Il transforma alors son splendide château en une immense cité altérane et remplaça donc sa bibliothèque par une salle avec un immense fauteuil en son centre. Tout de suite, il se sentit mieux et put accéder plus facilement à toutes les informations qu'il avait recueillies. Il se concentra alors sur le monde réel. « Je vais mieux, ne vous inquiétez pas, » fit alors Harry. « Mon chiot, que s'est-il passé dans ce coffre ?» demanda Sirius inquiet. « Quelque chose d'extraordinaire, je peux vous l'assurer. Oh, j'ai tellement de choses à vous dire !» s'exclama alors Harry, joyeux. « Ne serait-ce pas mieux que nous retournions à mon bureau ?» demanda alors Ragnok. « Oui, ce serait pour le mieux, » répondit simplement Harry. Avant qu'il ne puisse réagir, il fut soulevé par Charlie et se leva dans ses bras, tandis que ce dernier l'emmena jusqu'au wagon pour retourner à la surface. Ils finirent par arriver dans le hall de Gringotts au bout d'une dizaine de minutes et se rendirent sans tarder au bureau de Ragnok, où tous s'assirent sauf Harry, qui resta directement sur les genoux de Charlie. Ce dernier le tenant contre lui avec une certaine férocité, ce qui fit rougir Harry jusqu'à la pointe des oreilles. Le tome d'invocation avait de nouveau disparu, et le bâton de Merlin flottait tranquillement sur le côté. « Bon, et si tu nous expliquais ce qui s'est passé ?» demanda alors Sirius. « Avant tout, je préfère sortir la couronne de mon sac. Ce n'est pas approprié, » répondit Harry. Les autres hochèrent de la tête, et Harry sortit la couronne de son sac, la ramenant à sa taille normale, avant de la poser directement sur le bureau de Ragnok. Ils regardèrent tous la couronne en transe. « Est-ce que Gringotts peut s'assurer du transfert de la couronne directement à la Potter Gringotts Bank ?» demanda Harry. « Bien entendu, Harry, » répondit Ragnok. « Très bien. Par contre, il faudra dérober le sceptre à la tour de Londres, » fit alors Harry. « Nous pouvons aussi nous en occuper. Doit-on le faire de façon discrète ?» demanda Ragnok avec un sourire machiavélique. « Mais pas du tout. Je veux qu'un scandale éclate. Ça leur apprendra à utiliser un sceptre qui ne leur appartient pas, » répondit Harry avec un sourire sadique. « Et concernant les autres bijoux ?» s'enquit alors Ragnok, très intéressé. « Eh bien, je suppose que je puisse monter une petite collection. Vous en pensez quoi ?» demanda alors Harry. « Moi, je dis qu'ils n'en ont pas besoin, » fit Sirius amusé. « Bien, Ragnok, je te laisse t'en occuper, » fit Harry avec un sourire. « Ce sera fait dans les prochaines heures. Je m'occuperai personnellement du transport de la couronne, » répondit Ragnok. Il claqua des doigts et un gobelin approcha avec une boîte en mithril dans laquelle il plaça la couronne avant de déposer la boîte à côté de Ragnok. Rémus fronça des sourcils. « Bon, et si tu nous disais ce qu'il s'est passé, Harry ?» demanda-t-il. Immédiatement, l'attention de tous se redirigea directement sur Harry, qui avala sa salive. « Bon, il est temps que j'explique ce qui s'est produit. Je vais tenter de faire simple, donc écoutez bien, » commença Harry. « On t'écoute, mon amour, » fit alors Charlie, ce qui fit rougir une fois de plus Harry. « Bien, le dispositif qui m'a attrapé la tête est en fait un réceptacle de savoir. Pour mieux comprendre,
voyez ça comme une sorte de super pansine qui, en plus de tout nous montrer, nous fait tout retenir, expliqua Harry, s'attirant des hochements de la tête des occupants de la pièce. Super! Ce réceptacle de savoir fut inventé par mon ancêtre, Arthur Pendragon. Mais j'ai découvert qu'Arthur Pendragon n'est pas son vrai nom. Ni même Merlin d'ailleurs, révéla alors Harry. Comment ça, Chio? Demanda Rémus intrigué. De ce que j'ai pu lire, Arthur Pendragon n'était en fait qu'une sorte de réincarnation de quelqu'un d'autre. Son nom était Janus, et c'était un Altéran. C'était la même chose pour Merlin, qui en fait s'appelait Moros. Pour que vous puissiez comprendre, je vais vite fait vous expliquer l'histoire des Altérans, commença Harry. Il prit une grande inspiration, regarda chacun d'entre eux dans les yeux et commença. Les Altérans sont en fait la première espèce à avoir existé, et ils étaient théoriquement la première évolution des humains. Tout comme nous, ils avaient des pouvoirs psychiques, de la magie en somme. Cependant, ils ne vivaient pas ici, mais dans une autre galaxie, de l'autre côté de l'univers, donc très loin d'ici, sur une planète du nom de Célestis. Ils étaient un peuple très avancé technologiquement, à tel point qu'ils pouvaient voyager entre les planètes et même les galaxies. Ils ont cependant remarqué qu'aucune autre race ne pouvait rivaliser avec eux, et ce fut le début d'un schisme parmi les altérants. D'un côté, il y avait ceux qui se croyaient supérieurs à toutes les races et se considéraient comme des dieux qui devaient être vénérés. Ils se désignaient sous le titre d'Ori. De l'autre, il y avait les Altérans, qui souhaitaient simplement continuer leur exploration et le développement technologique. Très vite, le mouvement des Ori attira de plus en plus d'altérants et devint donc la faction majeure, commençant alors à réduire sous une certaine forme d'esclavage les autres races humanoïdes de leur galaxie, les transformant en fidèles. Cela dura un moment, mais tout fut chamboulé par un événement important, expliqua Harry. Quel événement? Demanda Ragnoc, très intéressé. Eh bien, les Altérans pensaient qu'il existait un plan d'existence supérieur, permettant de quitter nos formes corporelles pour atteindre une forme d'existence en tant que pure énergie, immortelle et omnipotente. Et ils avaient raison, mais malheureusement, les premiers à atteindre ce stade furent des Ori. Et les Ori étaient devenus complètement barges avec tout ce pouvoir, persuadés d'être des dieux. Ils commencèrent alors à forcer les altérants à suivre la voie des Ori, et évidemment, ceux qui n'étaient pas d'accord étaient pourchassés. C'est ainsi qu'un groupe d'altérants, seulement quelques millions, comparé aux milliards d'Ori, décida de quitter leur galaxie. Ils créèrent des vaisseaux spatiaux capables de voyages intergalactiques. C'était ce qu'ils appelaient leur vaisseau d'exode. Ils décidèrent alors de simplement aller à une galaxie à l'extrémité de celle des Ori, pour ne plus jamais avoir à les confronter. Évidemment, ils firent des arrêts pour faire le plein de ressources et remarquèrent que, peu importe où ils allaient, il n'y avait pas de vie, juste des planètes riches en ressources, révéla alors Harry. Vaisseaux spatiaux? Fit Sirius, estomaqué. Yep. En tout cas, ils finirent par arriver dans notre galaxie, qu'ils nommèrent alors Avalon. Wep, Avalon. Ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle le royaume d'Avalon. Vous avez tout compris. En tout cas, ils s'installèrent sur une planète nommée Dakara, où ils recommencèrent à tout bâtir, et créèrent une sorte d'hégémonie, ou, si vous préférez, un empire technologique qui s'étendit sur toute la galaxie. Ils découvrirent alors une race primitive semblable, avec la peau grisée et des cheveux végétaux. Cette race
s'appelaient les Nox. Et ils étaient en symbiose avec la nature, un peu comme des druides. Très vite, une amitié se créa entre eux. Les Altéranes continuèrent, bien entendu, leur exploration des galaxies alentours, et ils découvrirent alors les Asgard, une race humanoïde qui devait faire dans les 2 mètres de haut, avec un crâne légèrement plus gros que les Altéranes. Mais à part ça, ils ressemblaient, eux aussi, à des humains. Ensemble, ils créèrent une alliance, l'alliance des 4 races, fit alors Harry. 4 races? Mais c'est laquelle la 4e? Demanda alors Rémus, qui avait tout suivi. Hé hé hé, eh bien, je pense que ma réponse va grandement intéresser Ragnok, fit alors Harry. Comment ça? Demanda Ragnok, les yeux plissés. Tout simplement car les gobelins étaient la 4e race. Quoique vous ayez un autre nom, si je me souviens bien, celui de Furlings. Selon ce que j'ai appris, vous avez perdu l'entièreté de votre savoir et oublié vos origines. Malheureusement, il n'y avait pas de connaissances appartenant aux Furlings dans le réceptacle de savoir, révéla de nouveau Harry. Immédiatement, un silence s'abattit sur la salle, et tous les gobelins présents, surtout Ragnok, avaient les yeux ouverts en grand, sortant presque de leurs orbites, les bouches grandes ouvertes. « Nous ne venons pas d'ici » demanda alors Ragnok. « Non, mais votre planète a été détruite. De ce que j'ai cru comprendre, vous avez dû vous réfugier ici, et n'ayant plus accès à votre technologie, vous avez tout oublié. Arthur a dû le comprendre. C'est peut-être pour ça qu'il a fait de vous ses vassaux, proposa Harry. Mais s'il savait, pourquoi n'a-t-il rien fait? Demanda alors Ragnok. Je vais y venir justement. Donc, où en étais-je? Demanda le jeune homme. Tu venais de parler de l'Alliance, fit Charlie. Ah, merci Lee. Bien, comme je disais, ils ont créé une alliance. Ensuite, les Altéranes ont décidé de continuer leur exploration. Mais ils préféraient s'assurer que leur voyage ne soit pas inutile. Ils créèrent alors des dizaines de vaisseaux Summer. Des vaisseaux équipés pour analyser des planètes et y déposer des Astria Porta. Pour vous expliquer, une Astria Porta est une sorte de cercle métallique capable de créer un trou de verre pour se connecter avec une autre porte, permettant ainsi un voyage quasi instantané. En somme, c'est comme notre réseau de cheminées, sans la poudre. 2000 ans plus tard, après avoir reçu les informations de la plupart des vaisseaux Summer, ils créèrent le Destiné, un immense vaisseau d'exploration galactique ayant pour but de visiter les planètes équipées d'Astria Porta. Comprenez que les vaisseaux Summer et le Destiné n'étaient pas équipés de systèmes intergalactiques, mais de propulseurs permettant d'aller plus vite que la lumière, les engins FTL. En tout cas, une équipe devait partir à bord du Destiné pour explorer le reste de l'univers une fois le vaisseau assez éloigné de la Terre, vu qu'il possédait une Astria Porta. Malheureusement, avec l'ascension, et pour d'autres raisons, ils décidèrent de ne pas monter à bord. Donc actuellement, le vaisseau voyage à travers la galaxie, continuant sa mission. Je vous rassure, je sais comment le rapatrier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, fit alors Harry. Je vois. Quelle est la suite? Demanda Ragnok, très intéressé. Eh bien, les Ori ont fini par apprendre que les Altéranes étaient encore vivants et commençaient eux aussi à entamer leur ascension. Ils n'ont pas aimé ça et considéré les Altérans comme des hérétiques. Ils ont donc utilisé leur pouvoir pour créer une peste et l'envoyer droit dans notre galaxie. Vous devez vous en douter, ce fut un désastre pour les Altéranes, qui ne s'attendaient pas à ça. Ils regrettèrent très vite de s'être répandus dans toute la galaxie, et des milliards d'Altérans moururent dans d'atroces souffrances. Ils prévinrent leurs alliés
pour qu'ils évitent Avalon, ou, dans le cas des Nox, qu'ils restent isolés, loin d'eux. Malheureusement, les Furlings ont contracté la peste, et je suppose que ceux qui n'étaient pas mourants ont fini ici. Mais je ne sais pas comment. Les Alteranes ont cependant décidé de ne pas se laisser faire, et créèrent alors sur Dakara un immense dispositif ayant pour but de semer la vie dans toute la galaxie. Ceux qui n'étaient pas malades revinrent tous sur la Terre, qui était devenue la capitale, et montèrent alors dans un vaisseau-cité, une sorte de cité volante, nommée Atlantis. Ils se dirigèrent alors immédiatement vers une galaxie lointaine, nommée Pégase. Ici, la vie s'était éteinte, et le dispositif fut activé pour donner vie, créant ainsi des espèces diverses, ainsi qu'une seconde forme de race altérane, directement sur Terre. Ils avaient décidé de recréer leur race, avant qu'elle ne devienne si puissante, avant même qu'elle n'ait de pouvoirs psychiques et autres, expliqua Harry en reprenant son souffle. Et après, je me doute que ce n'est pas la fin, fit alors Charlie en tenant Harry contre lui. T'as raison, Lee. En fait, les Altéranes sont arrivés dans Pégase. Et ils ont décidé de disséminer la vie comme dans Avalon. Mais d'abord, ils s'installèrent sur une planète qu'ils nommèrent Nouvelle Lantea et se renommèrent les Lantiens, pour symboliser un nouveau départ. La planète était majoritairement composée d'eau, et la cité se posa évidemment sur l'eau, d'où le mythe de l'Atlantide. Ensuite, ils ont créé et disséminé des Astria Porta sur toutes les planètes, recréé la vie et créé une nouvelle hégémonie. Par contre, au lieu de faire comme dans Avalon, ils décidèrent de créer une flotte de vaisseaux-cités pour garder les Lantiens en groupe et réduire les chances qu'une nouvelle peste ne se produise. Malheureusement, au bout d'un moment, il y a eu un nouveau problème. L'une des planètes qu'ils avaient colonisées possédait des sortes d'insectes vampires qui dévorèrent les habitants et les assimilèrent pour donner naissance à une nouvelle race vampirique et belligérante, nommée Wraiths. Les Wraiths créèrent leur propre technologie, basée sur une version plus ancienne des Lantiens, et commencèrent une guerre avec eux. Au début, les Lantiens gagnaient facilement, ayant une technologie supérieure. Mais les Wraiths avaient créé une sorte d'usine de clonage pour produire en masse des soldats. Donc, dès qu'ils perdaient un vaisseau, deux le remplaçaient. Les Lantiens n'étaient pas beaucoup, et très vite, le cours de la guerre changea. Et les Wraiths se mirent à gagner, étant des centaines de millions, dévorant tout le monde, expliqua Harry. Et moi qui pensais qu'il n'y avait pas pire que les mange-morts. Voilà que tu me parles de monstres assoiffés de sang et d'ori, maugréa Sirius. Oui, les Lantiens ne se sont pas laissés faire, mais ils ne savaient pas se battre, malgré leur vaisseau très puissant, et perdirent beaucoup de vie. Ils tentèrent bien entendu de créer une race synthétique technologique pour les détruire, mais ils abandonnèrent le projet quand la race robotique prit la forme des Lantiens. Personnellement, je pense que c'était une erreur. Mais c'est trop tard. Après tout, ces robots étaient fidèles, mais les Lantiens ont eu peur. En tout cas, les Lantiens ont perdu, et ils finirent par être que quelques-uns, cloîtrés dans leur dernier bastion, sur Atlantis, sur Nouvelle Lantea. Ils subirent alors un siège pendant plusieurs années, mais leur bouclier était indestructible. Ce n'est pas pour autant qu'ils pouvaient répliquer, et ils finirent par en avoir marre de toute cette guerre. Ils décidèrent alors de fuir la cité et d'utiliser leur Astria Porta pour retourner sur Terre et se mélanger avec les humains, et attendre patiemment leur ascension. Ils coulèrent la cité et partirent, tout simplement. Ça, c'était il y a 10 000 ans seulement. Ensuite,
la plupart se sont mélangés avec les humains, et d'autres ont tout simplement eu des enfants avant d'entamer leur ascension. Ayant abandonné toute technologie, les enfants des Lantiens remarquèrent qu'ils avaient des capacités psychiques, qu'ils nommèrent alors magie. C'est ainsi que fut créée notre espèce, celle des sorciers, révéla Harry. Un silence s'abattit sur la pièce. Tout le monde étonné, réfléchissant aux significations de cette révélation. Ce fut Charlie qui intervint. « Et pour Merlin et Arthur ?» demanda-t-il. « Ah, je vois que t'as suivi, Lee. Arthur, ou de son vrai nom Janus, était le plus brillant de tous les Lantiens, un véritable génie, et était membre du conseil d'Atlantis, qui dirigeait leur peuple. Merlin, de son vrai nom Moros, était le haut conseiller du conseil d'Atlantis, soit le chef. Les deux étaient membres de ceux qui étaient revenus sur Terre, mais ils n'eurent pas d'enfants, et entamèrent leur ascension. Mais au bout d'un moment, ils décidèrent de redescendre sur Terre. C'est ce qu'on appelle la descension. Mais pourquoi ? Car les Altéranes et Lantiens, ayant accompli leur ascension, ont créé une règle de non-intervention pour éviter que les Oris ne les remarquent. Et donc, pour pouvoir interagir avec les mortels, ils doivent accomplir une descension et renoncer à leur ascension. Janus et Moros décidèrent d'accomplir leur descension et décidèrent de prendre place dans des mers porteuses. C'est ainsi que naquirent Arthur Pendragon et Merlin Emrys. De ce que j'ai compris, les deux n'avaient pas prévu de se rencontrer, mais ce fut pourtant le cas. Ils finirent par développer une romance entre eux. Et bon, on en connaît le résultat. À ce niveau-là, les histoires sont assez fidèles. Par contre, Merlin finit par disparaître, laissant Arthur seul. Et ce dernier décida de laisser un héritage conséquent à ses futurs descendants, quand ils se développeraient suffisamment pour redevenir des Altéranes. De ce que j'ai cru comprendre, il a donc créé le réceptacle de savoir, mais aussi ordonné la fabrication d'une immense cité sur une planète éloignée pour son descendant. C'est à ça que sert l'Astria Porta dans le coffre-fort. Elle permet l'accès à cette planète. De ce que j'ai cru comprendre, cette porte est faite pour avoir un accès bilatéral avec la porte de l'autre planète, mais ne peut contacter d'autres planètes. Sûrement une sécurité, finit alors Harry. Extraordinaire. Et tu as appris tout ça avec ce réceptacle ? Demanda Rémus, ébahi. Oui, et même plus. En fait, j'ai appris tout ce que les Lantiens et Altérans savaient. Et quand je dis tout, c'est tout. Que ce soit la culture, l'art, les sciences, les noms, les dates, l'histoire, je sais tout. Je sais littéralement de quoi remplir une bibliothèque plus grande que celle d'Alexandrie, dit Harry avec un petit sourire moqueur. Et on peut y accéder ? Demanda Rémus en bavant presque. Malheureusement non. Semblerait que je sois le seul qui puisse tout apprendre. J'ai peur que vos cerveaux ne soient pas suffisamment puissants pour tout retenir, et ça risque de vous tuer. Mais je sais que sur la cité que m'a léguée Arthur, il y a des réceptacles de savoir avec le savoir basique, un peu comme l'école, mais en plus rapide. Je pense que vous pourrez y accéder, expliqua alors Harry. Même moi ? Demanda alors Ragnok. Eh bien, attendu que les gobelins seront des membres de mon royaume, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas accéder à ce savoir. Bien sûr, il faudra créer des réceptacles spécialement pour vous, pour limiter les informations sur les altérants, vu que vous n'en êtes pas. Mais vous aurez accès aux connaissances en général, répondit Harry. Parfait. Quand pourrions-nous partir pour cette planète ? Demanda alors Ragnok. Pourquoi ne pas y aller juste après notre séance avec le Magen Mago, demain ? Proposa Harry. En effet, ça me semble possible. Qu'en penses-tu, Rémi ? Demanda Sirius. Oui, c'est une bonne idée. Bien, il est temps d'aller faire nos achats, fit alors Rémus. Excellent. Sur ce, je vous remercie, Ragnok, et j'espère vous voir au bal d'Harry ce soir, fit Sirius avec un grand sourire.
Bien entendu, Lord Black, je ne raterai cet événement pour rien au monde. Je veux voir la tête des sorciers lorsque les titres d'Harry seront révélés, répondit Ragnok avec un sourire diabolique. Sirius éclata de rire avant de quitter le bureau avec Rémus. Eh bien, merci pour tout, Ragnok. Puissent tes coffres être toujours pleins, fit Harry. Et puissent tes ennemis mourir à tes pieds, Harry. Je te dis à ce soir, à vous aussi, monsieur Weasley, répondit Ragnok avec un sourire qui se voulait amical. Merci, Lord Ragnok, répondit simplement Charlie en prenant Harry par la main. Harry récupéra son bâton flottant juste avant de quitter le bureau. Lorsqu'ils finirent par rejoindre Sirius, ce dernier observa le bâton. « Franchement, ce bâton va te faire remarquer par tout le monde, mon chiot. Et il est un peu trop encombrant. Tu penses qu'il est possible de le réduire ?» demanda Sirius. « Je ne sais pas du tout. Je vais essayer, » fit Harry. Il se concentra sur le bâton dans ses mains, et celui-ci finit par réduire en taille pour finalement faire la taille d'Harry. « Je peux pas faire mieux, » fit alors Harry. « Bah, au moins, il est maintenant adapté à ta taille. Mais il reste encombrant. Et ce n'est vraiment pas marrant, » répondit Charlie en se prenant un coup de bâton. « Ne peux-tu pas le faire disparaître, comme ton tome d'invocation ?» demanda alors Rémus. Harry écarquilla les yeux, se traitant d'idiot pour ne pas y avoir pensé. Il se concentra pour faire disparaître le bâton, et le bâton s'éclipsa d'un coup. Il le fit réapparaître pour le refaire disparaître. Et voilà, problème réglé. Et si on allait faire toutes ces courses, proposa alors Sirius. Ils hochèrent tous de la tête et partirent dans le hall de Gringotts, où ils furent rejoints par leurs gardes, qui remarquèrent la tenue d'Harry, mais ne dirent rien. Ils ne furent pas vraiment étonnés de rencontrer Hagrid dans le hall, sachant déjà pour la pierre philosophale et son transport assuré à Poudlard. Dumbledore avait souhaité faire sortir Voldemort de son trou, et savait parfaitement qu'un tel artefact l'attirerait, sans compter Harry. Il eut tout de même du mal à convaincre le conseil académique, surtout Valburga, Sirius et Rémus, mais Harry intervint en précisant que le château lui obéissait et qu'il pourrait facilement surveiller les environs, sans compter les armures et statues qui n'hésiteraient pas à défendre les élèves. Le groupe se dirigea donc hors de la banque et décidèrent de commencer par les vêtements. Évidemment, ils se dirigèrent vers Twylif and Teaching pour y commander plusieurs robes en soie d'Acromantula, qu'ils eurent gratuitement. En effet, depuis son passage il y a 4 ans à Gringotts, Ragnok avait décidé de suivre les ordres d'Harry et d'acheter autant que possible. Twylif et Teaching appartenaient désormais entièrement à la famille Black, et évidemment, ils n'avaient pas besoin de payer lorsqu'ils y allaient. Ils ne perdirent donc pas de temps et se dirigèrent immédiatement dans la plupart des boutiques, prenant ce dont ils avaient besoin, sans payer quoi que ce soit, étant les propriétaires des boutiques. Ils finirent par aller à Aesop's Hall, Emporium, pour enfin trouver un animal pour Harry. Lorsqu'Harry entra dans la boutique, il fut immédiatement accueilli par son employé, en charge de l'accueil, et lui fit comprendre qu'il était venu se trouver un animal, donc une chouette. Il se dirigea alors vers les chouettes, ignorant la majorité, observant les plus recluses. Il remarqua alors une cage dorée, dans laquelle se tenait une belle chouette blanche, qui se tenait droite. Harry s'en approcha. « Monseigneur, je vous déconseille cet animal, » fit alors l'employé. « Pourquoi donc ?» demanda Harry intrigué. « La chouette s'est montrée très peu coopérative et n'a eu de cesse d'agresser les autres clients, et a été ramenée déjà 3 fois. Plus personne n'en veut, elle est trop dangereuse, » fit l'employé. Harry ricana avant d'ouvrir la cage, souriant à la chouette. « Je pense qu'une beauté telle que toi mérite d'être traitée comme une reine, » fit Harry. « Oh » fit la chouette en signe d'accord. « Serais-tu capable de me comprendre »
demanda Harry étonné. La chouette secoua la tête rapidement, de haut en bas. Intriguant. Et que penses-tu de devenir ma chouette demanda Harry. Oh fit la chouette, semblant demander ce qu'elle avait à y gagner. Je vois. Tu veux quelque chose en échange? Compréhensible. Je suis une personne très puissante et importante, sans compter riche. De ce fait, je peux t'assurer que tu ne manqueras jamais de nourriture et, si tu le souhaites, tu auras un perchoir et une cage dans la matière de ton choix. De l'argent, peut-être? Fit Harry. Ouh! Répondit la chouette, mécontente. De l'or, alors? Répondit Harry. Ouh! Fit la chouette, contente. Il va aussi falloir te trouver un nom. Pourquoi pas Blanche-Neige? Proposa Harry. Ouh! Ouh! Répliqua la chouette mécontente. Jane? Pertite? Nigra? Whitney? Sarah? Proposa Harry. La seule réponse qu'eut Harry fut un coup d'aile en plein visage et un regard noir de la part de la chouette vexée. Ok, j'ai compris. Ça ne te plaît pas. Et pourquoi pas Edwige, comme la sainte, proposa Harry. La chouette sembla réfléchir pendant un court instant, avant de hocher rapidement de la tête. Parfait. Sur ce, pourquoi ne volerais-tu pas jusqu'à mon manoir à Erebor? Tout a été installé pour les déplacements des chouettes et autres volatiles au sein de la montagne, fit Harry. La chouette ulula rapidement avant de quitter l'échoppe en direction d'Erebor, non pas sans avoir mordillé l'oreille d'Harry de façon affectueuse. Harry entendit des rires et se retourna pour alors voir Charlie et Sirius en train de rire à gorge déployée. Il rougit alors et quitta prestement le magasin sous le regard amusé de Rémus. Même les gardes souriaient face à la situation. Ils finirent par tous se diriger vers Ollivander, car bien qu'Harry ait déjà une baguette, il se devait d'en trouver une qui était validée par le ministère. Ils s'approchèrent enfin de l'endroit, une vieille boutique à la façade délabrée, avec une devanture sur laquelle était gravée en lettres d'or l'inscription « Ollivander, fabricant de baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ ». Ils décidèrent de tous entrer dans la boutique, sauf les gardes bien entendu, l'endroit étant bien trop étroit. Lorsqu'ils entrèrent dans la boutique, ils purent alors voir plusieurs étagères poussiéreuses, recouvertes de boîtes comportant des baguettes, empilées les unes sur les autres, attendant patiemment leur futur porteur. « Je vous attendais, monsieur Potter » fit alors une voix qui fit sursauter tout le monde. Ils se retournèrent à temps pour voir un vieil homme avec de grands yeux pâles et un sourire mystérieux. Le vieil homme fronça alors les sourcils en observant Harry. « Ou devrais-je dire Seigneur Potter? Non. Je pense qu'il y a bien plus de titres que cela. Est-ce que je me trompe? » demanda le vieil homme avec un sourire. « Vous avez raison, je suis effectivement le seigneur de plusieurs maisons. Savez-vous lesquelles? Demanda Harry avec un sourire lui aussi mystérieux. Oh, amusant. Oui, très amusant. Voyons. Par vos bagues, je dirais que la maison Pévrel, Gryffondor, Serpentard, Serdaigle, Potter et Evans ont un nouveau seigneur. Mais ne croyez pas que je suis incapable de voir qu'il y a deux autres bagues, fit alors Ollivander. Je vois. Les suppositions concernant votre vision de mage ne sont donc pas des ragots. Dites-moi, Garrick Ollivander, si je vous le demandais, accepteriez-vous de garder un petit secret? Demanda Harry, les yeux perçants. Bien entendu, répondit le vieil homme souriant. Tout à coup, les deux autres bagues firent leur apparition sur les doigts d'Harry, et Ollivander retint son souffle à la vue du blason de Pendragon. Il sourit alors de façon sympathique. Je me suis trompé, semble-t-il. J'aurais dû vous appeler Votre Altesse, fit Garrick souriant. Ce n'est pas nécessaire, en tout cas.
Pas pour l'instant, répondit Harry. Très bien. Et si nous en revenions à la raison de votre présence dans mon bel établissement? S'enquit Ollivander. Nous sommes là pour une baguette pour Harry, bien sûr, répondit Sirius. Ah oui, je me souviens. Sirius Black, 31 centimètres, bois de roseau et crin de licorne, relativement souple. Rémus Lupin, bois de cyprès, crin de licorne, 25,75 centimètres, souple aussi. Charles Weasley, bois de frêne, crin de licorne, 27,25 centimètres, flexible. Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, même de celle de vos parents, Votre Altesse. James Potter, bois d'acajou, ventricule de dragon, 27,5 centimètres, relativement souple et très efficace pour la transfiguration. Et Lily Potter, bois de saule, épine de monstre du fleuve blanc, 25,6 centimètres, flexible. Excellente pour les enchantements, fit alors Ollivander. Épine de monstre du fleuve blanc? Mais je croyais que Thiago Quintana était le seul à pouvoir en obtenir, demanda Charlie intéressé. C'est exact, monsieur Weasley. Mais heureusement pour moi, Thiago était un ami et m'en a donné quelques-unes, pour que je puisse m'essayer à des tests. Mais cela n'explique pas votre présence, Votre Altesse, fit alors Garrick. Comment ça? Demanda Harry, méfiant. Voyons, vous savez, pour ma vision de mage. Mais je suis aussi parfaitement capable de voir si une personne possède déjà un foxy. Or, je vois que vous en possédez deux. Puis-je les voir? Demanda Ollivander. Harry réussit à cacher son étonnement et hocha de la tête. Il fit alors apparaître le tome d'invocation et le bâton de Merlin. Immédiatement, Ollivander se jeta sur le bâton comme un enfant devant des cadeaux de Noël. Magnifique! Je n'ai jamais rien vu de tel, et je peux vous dire quand j'en ai vu des foxys. Voyons, le métal est parfaitement conducteur de magie, mais je n'en... Oh, je vois! J'aurais dû m'en douter. De l'oricalque. Oh! Cela explique les reflets rouges. Cependant, je ne ressens aucun cœur. Mais à la place, il y a ce diamant extrêmement pur qui sert de point de focalisation. Ce bâton est doté d'une puissance redoutable, et seule la baguette de Sureau pourrait rivaliser avec. Je peux cependant sentir que la taille de ce bâton, que je considère comme un sceptre, est adaptable à son porteur, ce qui est une bonne chose, fit alors Ollivander. Et pour mon tome? Demanda Harry, intrigué. Le célèbre tome d'invocation de Merlin. Vous savez, mon ancêtre a travaillé avec Merlin pour sa création. Voyons, le livre est fait lui aussi en oricalque et possède 3 cœurs, soit 3 gemmes magiques. Je parle évidemment des 3 diamants sur la couverture du livre. De ce que je sais, ce livre ne manque jamais de pages, et il suffit de se concentrer pour choisir la page. En termes de puissance, ce livre est plus adapté pour de très fortes quantités magiques, mais est assez limité en sortilèges, expliqua alors Ollivander. Cela n'empêche que j'ai besoin d'une baguette magique. Le bâton est bien trop encombrant et le tome n'est pas adapté, répondit Harry. Je vois. Cependant, pour un sorcier aussi exceptionnel que vous, il faudrait une baguette tout aussi exceptionnelle. Nous allons voir ce que je peux faire pour vous, déclara alors Ollivander avec un immense sourire, ravi de ce défi. C'est ainsi que pendant plus de 30 minutes, Harry testa l'entièreté des baguettes de la boutique, mais aucune ne put lui correspondre, ce qui excita d'autant plus Ollivander. C'est alors que le vieil homme observa la bague pévrelle d'Harry et eut un éclair de génie. « J'ai compris !» cria-t-il. « Ah ?» demanda Sirius fatigué. « Votre Altesse, vous êtes un Pévrel, et le seigneur de la maison Pévrel qui plus est. Or, la bague que vous portez n'est pas une vulgaire babiole, » fit alors Ollivander. « Comment ça ?» fit Rémus tandis qu'Harry semblait avoir compris.
Les reliques demanda Harry, incertain. Exactement, les reliques. Votre bague, ou plutôt la pierre ornant la bague, n'est autre que la pierre de résurrection, révéla alors Ollivander. Immédiatement, un silence s'abattit sur la salle. Enfin, Sirius, Rémus et Harry repensèrent aux 7 ans d'Harry et le résultat des coffres. Ils se rappelèrent alors la mention des reliques de la mort. « Attendez, est-ce que ça voudrait dire que la cape d'invisibilité de James est en fait la cape de la mort ?» demanda Sirius, les yeux écarquillés. « Mais en quoi ça explique le problème d'Harry ?» demanda Charlie. « C'est très simple, monsieur Weasley. Votre âme sœur n'est compatible à 100% qu'avec une seule baguette, et c'est la baguette de Suro, fit Ollivander. « Mais cette baguette a disparu, répondit Sirius. « Pas tout à fait, répondit Ollivander avec un sourire mystérieux. « Comment ça ?» demanda Harry, sorti de son état de choc. « Je connais l'actuel propriétaire de la baguette, et il se pourrait que l'obtenir soit bien plus simple que prévu, dit alors le vieil homme. « Qui est-ce » demanda alors Harry. « Eh bien, nul autre que Dumbledore, voyons, révéla Ollivander. Un silence s'abattit sur les sorciers, tentant de digérer l'information. Est-ce que ça veut dire que, théoriquement, oncle Albus possède 2 de mes reliques, vu que je lui ai laissé la cape pour le moment? Il semblerait. Mais n'ayez de crainte, la cape vous est fidèle, car elle est liée à votre famille. Et je suppose que c'est aussi le cas de la bague, dès le moment où vous avez réclamé le titre de seigneur Pelvrel. La baguette a dû cesser de fonctionner pour Albus, répondit Ollivander. Je pense que le mieux serait de voir ça avec le professeur Dumbledore ce soir. Il sera présent au bal, fit Rémus. Bien, mais si jamais ça ne fonctionne pas, demanda alors Harry. Eh bien, vous pouvez faire de la magie manuelle, n'est-ce pas? Harry hocha de la tête. Dans ce cas, il vous suffira soit d'utiliser un morceau de bois quelconque, ou bien de révéler vos prouesses. En tant que mineur émancipé, vous n'êtes pas obligé d'obtenir une baguette. Et vous n'êtes pas soumis à la trace magique, répondit Ollivander. Je vois. Dans ce cas, je vous remercie, et j'espère vous voir au bal, répondit Harry. Si c'est ce que vous souhaitez, je viendrai. Après tout, je ne suis pas allé à un bal depuis un moment. Je viendrai sûrement avec ma famille, dit alors Ollivander. Très bien, dans ce cas, je vous dis à ce soir, le salua alors Harry. Ils quittèrent l'échoppe d'Ollivander, encore sous le choc d'apprendre que les reliques de la mort ne sont pas de simples mythes, et se dirigèrent directement vers le hall de traverse pour enfin retourner à Erebor et se préparer pour le bal. Vous avez écouté Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Je vous dis au prochain chapitre.